vu ce matin, à la dérobée en descendant l'escalier, passant devant sa chambre. Ma mère entièrement nue. Ce doit être la première fois. Devant le petit bureau, presque de face, marchant vers l'armoire et tendant le bras pour prendre un habit. Elle m'a vu. Et ni elle ni moi n'étions plus gênés que cela. Elle craignait juste, m'a-t-elle dit ensuite, que son vieux corps ne me dégoûte. Or ce ne fut pas le cas. Était-ce dû à l'aspect furtif de la chose? Je ne sais. Mais dans la fraction de seconde que cela a duré, je n'ai pas tant pensé à un vieux corps de septuagénaire, et plus près de 80 que de 70, qu'à une peinture, un Rubens exactement. Il y avait quelque chose non de beau, mais oui, de plutôt esthétique, et de très émouvant. Les montagnes hallucinées. J'aime la gravité souvent sentencieuse du ton de Lovecraft, son abus d'adjectifs censés décrire l'indescriptible, un peu comme Borges des années plus tard, lorsqu'il décrit, sans les décrire, la cité des immortels, inspirée sans doute à la fois des récits de Lovecraft, peut-être celui-ci, et des gravures de Piranèse. Vertige d'un passé qui recule à chaque étape, jusqu'au tréfonds de l'immémorial. L'arrivée en Antarctique, puis la découverte de traces étranges, puis de vestiges animaux, puis d'antiques organismes mi-animaux, mi-végétaux, puis celle des montagnes immenses, puis celle de la cité mégalithique derrière les montagnes, datant de dizaines de millions d'années, puis celle de l'histoire des créatures qui la peuplaient, puis celle des tunnels descendant vers des constructions encore plus archaïques, des cryptes, puis des falaises, un océan souterrain, puis celle des montagnes violettes encore plus hautes, au-delà, les terribles montagnes du monde interdit, les plus hauts pics de la Terre et le centre du mal sur le globe. On pense évidemment au Bolge dantesque et à l'océan glacé du centre de l'enfer, trône Lucifer, ou aussi bien au cœur de tous les labyrinthes, en tout état de cause, une image assez convaincante de l'inconscient. À chaque étape, le narrateur s'arrête comme s'il devait reprendre son souffle. Prévient qu'il s'agit d'une découverte capitale, encore plus incroyable et terrifiante que les précédentes, encore plus indicible. J'arrive maintenant une fois de plus à un moment où la tentation est forte de reculer ou de ne faire qu'une allusion au lieu d'affirmer. Où nous voici parvenus une fois encore à un point où il est difficile d'avancer, etc. Sioran. L'homme qui m'a fait le plus de mal est Valérie. J'ai eu la naïveté de croire, comme lui, que le langage était tout. C'est d'ailleurs là une superstition française. Non, le langage n'est pas tout, il n'est presque rien. Un Dostoïevski ou un Tolstoï n'en ont fait aucun cas. Si on a quelque chose à dire, on le dit, un point c'est tout. La recherche du bien-dire est une des entreprises les plus oiseuses qui soient. Saint-Simon n'a pas médité sur le langage. Et pourtant, ou plutôt à cause de cela, il est peut-être l'écrivain français le plus puissant. Méditer sur l'écriture équivaut à une castration, littérature démasculée, l'obsession du texte dévirilise. Je serais tenté, lisant cela, d'approuver sans réserve. Pourtant, il y a une dimension historique du langage et du rôle de la littérature en France que Sioran ne semble pas prendre en compte ici. C'est la défiance à l'écart. C'est la défiance à l'égard du langage, donc du pouvoir, puisque pour les Français tout au moins, l'un a toujours été le reflet et l'instrument de l'autre. La rupture de Malherbe intervenait après les guerres de religion, celle de Mallarmé, après les émeutes sanglantes de la Commune, période de boucherie humaine que le vieux langage avait accompagné et auquel il ne pouvait, ne devait survivre. À chaque fois, le langage se détournait du monde qu'il avait, estimait-on, engendré, et l'invention d'une autre langue pouvait laisser présager l'émergence d'un nouveau monde, plus humain sans doute, moins terrifiant. On sait depuis Auschwitz qu'il n'en est rien. Mais la langue qui a succédé à l'horreur concentrationnaire, ne pouvant plus lorgner sur le divin, lentement disparu entre 1630 et 1918, ni sur l'humain, disparu dans les fumées d'Auschwitz, a trouvé en elle-même l'objet de son discours. Nouveau pas de recul, d'où par parenthèse un métalangage parfois omniprésent dont use et abuse une partie de la production contemporaine.
qui semble se saouler de son propre verbe. Cette défiance à l'égard du langage, que Dostoïevski, Saint-Simon ou Tolstoï pouvaient difficilement éprouver, n'a pas forcément conduit à la recherche du bien-dire, mais à une méditation, une interrogation en tout cas, sur le langage et le pouvoir, sur le pouvoir du langage et des mots, dont on a vu l'usage abusif et criminel qu'on pouvait en faire, leur puissance d'endoctrinement, leur puissance d'asservissement. Quand était-ce? Il y a 3 ou 4 ans? Non, sans doute davantage. J'avais si souvent rêvé de cette maison d'enfance, appartement plutôt, entre chemin du Roucap Blanc et rue d'Andoum, à Marseille. On y accédait soit par le rez-de-chaussée d'une impasse, côté Roucap Blanc, soit par la rue d'Andoum, au 2e étage de l'immeuble. Un jour, Isabelle et moi décidons de nous y rendre. J'avance dans l'impasse. La porte-fenêtre de la cuisine est ouverte. Elle peut être fermée, mais on voit à travers les vitres. Une femme discute avec une autre et fume. Je suis très ému de voir cette cuisine, où j'ai tant de souvenirs de ma première enfance. Et plus loin, les fenêtres fermées de ce qui était la chambre de mes parents. La femme nous voit, mesure l'insistance de nos regards sur sa maison. Elle sort, cigarette au bec, n'a pas l'air très commode. Je comprends qu'elle se méfie. Secrètement, j'espère qu'une fois que je lui aurai expliqué la raison de ma présence devant ces fenêtres, elle va nous faire entrer. Que je pourrai voir la disposition des pièces, ma chambre, le séjour, la chambre de mes parents, et pourquoi pas sortir par la porte de derrière qui donne sur la cage d'escalier de la rue d'Andoum. Je lui dis en m'excusant que je voulais simplement montrer à ma compagne, je désigne Isabelle, l'endroit où j'avais vécu pendant les 10 premières années de ma vie. La femme ne me laisse pas terminer et répond sèchement « Ouais, ben maintenant c'est moi ». Et elle referme la porte. Rideau. Christian Garcin, Vétille. Un de ces livres qui rejoint cette collection très précieuse qu'on a chacun. Les écrivains parlent tout simplement de leur travail. C'est chez les Scampettes.